Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, comme je le disais, donc bienvenue à tous pour ceux qui viennent de se connecter. Nous sommes donc ici pour parler donc de la déclaration des EIGS et de la rédaction du rapport circonstancié. Pour assurer le bon déroulement de cet atelier, nous allons vous demander de bien vouloir couper vos micros et vos caméras. Cet atelier est enregistré et vous pourrez le retrouver donc en replay sur notre site internet. Il y aura également des temps d'échange où vous allez pouvoir nous poser vos questions via l'onglet Conversation. On vous reprécisera à ce moment-là quand il sera possible de nous poser vos questions. Bonjour à vous. Donc, nous assurons la présentation avec Émilie Steinfeld qui va se présenter. Donc, je suis infirmière, donc chargée de mission au sein de la structure régionale d'appui. Avant d'occuper ce poste, j'ai travaillé donc pendant 12 ans en service de soins, donc en service de chirurgie particulièrement. Et nous avons la chance d'avoir donc Anne-Sophie Urbain qui s'occupera de toutes vos questions, donc où elle répondra à vos questions sur le chat. Et comme vous disiez Émilie, on aura des temps d'échange au moment où vous pourrez vous poser vos questions directement ou alors on répondra aux questions qui étaient sur le chat. Donc je me présente, je suis Olivier Martin, je suis médecin coordonnateur de la structure régionale d'appui et je suis également médecin praticien hospitalier de médecine polyvalente. Donc sur cette diapo, donc vous pouvez voir les points qui vont être abordés donc pendant cet atelier. Donc comme je vous l'ai rappelé en début de séance, il y aura effectivement des temps d'échange pour poser vos questions. Donc tout d'abord, avant de parler de la déclaration de l'événement indésirable grave associé aux soins, on va rappeler ce qu'est un événement indésirable grave associé aux soins, donc la définition. Ensuite, nous aborderons donc le traitement de ces EIGS en interne et en externe. Ensuite, la rédaction du rapport circonstancié, votre déclaration du volet 1, l'appui possible de la SRA, la déclaration du volet 2 et enfin le rôle pédagogique de la déclaration. Alors, qu'est-ce qu'un EIGS? On va donc revoir la définition de l'EIGS. Selon le décret donc, du 25 novembre 2016, il s'agit d'un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital ou la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent, y compris une anomalie ou une malformation congénitale lorsqu'on parle donc d'une grossesse. Alors, sur les événements indésirables graves associés aux soins, normalement, donc vous devriez, depuis que le décret est apparu, être tous, on va dire, habitués à ces déclarations des EIGS et à cette définition. En fait, on sait que ce n'est pas toujours facile, que les définitions peuvent être... il y a une définition, mais l'événement peut lui-même être ambigu. On pourra en discuter également lors de cette formation. Alors, on a refait une petite diapo, donc 4 affirmations vont vous permettre donc de caractériser l'événement en EIGS. L'événement concerne donc un patient ou un résident. L'événement est associé aux soins. Il est inattendu compte tenu de l'état de santé du patient ou du résident et ses conséquences sont donc le décès, la mise en jeu du pronostic vital ou la survenue d'un déficit fonctionnel permanent. Une fois l'événement caractérisé, il est obligatoire de le déclarer sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables, dont l'adresse est rappelée, donc signalement.social-santé.gouv.fr. Alors, ces questions, vous les retrouvez sur notre site. Si vous arrivez déjà à répondre à toutes ces questions, il y a lieu à ce moment-là, effectivement, de faire une déclaration sur le portail. Parfois, en faisant la recherche des causes profondes, lorsque vous allez commencer à creuser un petit peu cet événement, vous allez vous dire, mais ce n'était pas un événement indésirable. A contrario, il peut y avoir l'inverse. Vous pouvez tomber sur un événement, vous vous posez la question de savoir
Si c'est un événement indésirable grave associé aux soins, et en faisant finalement la recherche des causes profondes, c'est un événement. Ce n'est pas grave de déclarer sur le volet 1 un événement qui n'en est pas un finalement. Il ne sera pas simplement remonté au niveau de l'HAS, mais il n'y a pas de problème pour le déclarer sur le volet 1 si vous avez un doute de toute façon. Alors, un événement vient de se produire. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc, il y a les mesures immédiates, bien entendu, en interne. C'est-à-dire, la première chose à faire et urgente, c'est de prendre les mesures conservatoires pour le patient, c'est-à-dire de protéger le patient, de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le patient ou les autres patients si besoin. Ensuite, c'est alerter les responsables médicaux et les responsables de la structure selon le circuit défini en interne. Vous avez certainement un circuit en interne de déclaration des événements indésirables et vous devez faire votre déclaration sur ce circuit interne également. Dans le même temps, il y a lieu de rédiger le rapport circonstancié et votre déclaration des événements indésirables sur le format également qui est mis en interne. Vous informez bien entendu le patient et son entourage. Ça peut être un dommage lié aux soins, mais il ne faut pas aussi oublier de faire la déclaration au patient, de nous noter dans le dossier médical, et ensuite d'établir le rapport circonstancié qui vous sera demandé lors de la complétude du volet 1. On y reviendra tout à l'heure. Donc les mesures immédiates en externe, c'est procéder à la déclaration sur le volet 1 sur le site signalement-santé.gouv.fr. Alors on a mis dans les 72 heures, il est noté que ça doit être fait dans les 48 heures. On sait que si ça vous arrive un vendredi soir, ce n'est pas toujours évident. On n'est pas à 24, 48, 72 heures près, ce n'est pas trop la problématique. Ce qui est gênant, c'est d'avoir une déclaration 6 mois après. Là, oui, ça pose un véritable problème. Cette déclaration, elle doit être faite le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'effectivement, votre rapport circonstancié doit également être fait très rapidement. Et vous pouvez également solliciter notre appui en cochant la case lors de la déclaration. Ça, ce n'est pas un souci, vous pouvez le faire quand vous faites cette déclaration. Vous pouvez également nous appeler ou nous envoyer un mail. On vous redonnera tous les éléments après. Mais vous pouvez nous rappeler, nous appeler, nous envoyer un mail pour nous demander si c'est un UGS. Si vous avez des questions particulières, il y a déjà des établissements qui le font régulièrement. Donc sur cette diapo, on vous a mis un visuel donc, de la page d'accueil que vous allez retrouver donc, en accédant au portail. Donc comme vous pouvez le voir, on a entouré donc, les petites cases à cocher. Donc vous êtes un professionnel de santé et vous souhaitez donc procéder à la déclaration d'un événement indésirable grave associé aux soins. Donc déclaration première partie pour cette déclaration du volet 1. Alors, la déclaration, alors je crois qu'on m'entend mal, apparemment. Il y avait des petits soucis de micro. J'espère que ça va se résoudre. Je ne sais pas si c'est lié à nous ou j'espère que vous m'entendez mieux à ce moment-là. Donc, lorsque vous faites une déclaration sur le volet 1, sur le portail national d'un événement indésirable grave à soins, cette déclaration, elle est adressée à l'ARS. Hein, la première partie est adressée à l'ARS, c'est le premier volet qui doit être fait dans les 48 heures. Donc vous faites immédiatement votre constatation et vous faites cette déclaration dans les 48-72 heures sur le volet 1 qui arrive à l'ARS. Ensuite, dans les 3 mois, vous devez faire votre analyse approfondie et collective, votre recherche des causes profondes, qui aboutira ensuite à une mise en exergue des écarts, qui vous permettra de faire votre revue de l'immortalité. Voilà. L'ARS, une fois cet événement déclaré, l'ARS anonymise votre déclaration et l'envoie, une fois qu'elle est déclarée, au niveau de l'HAS. Voilà. À savoir que notre appui donc, peut intervenir à tous les niveaux.
il faut savoir qu'il y a 60% des déclarations, je parle pour la structure régionale d'appui, qui sont vues lors de la commission régionale d'analyse et de suivi avec l'ARS, qui se tient tous les 15 jours. Et il y a 40% des demandes qui sont faites directement par les établissements pour avoir un appui. Donc, comme le disait Olivier, effectivement, ces chiffres sont issus donc, de l'analyse des événements indésirables graves étudiés par la SRA en 2020. Donc, une fois effectivement cette déclaration du volet 1 réalisée, vous avez donc 3 mois pour réaliser une analyse donc approfondie de cet événement indésirable grave avec une recherche des causes profondes. Pour cela, vous pouvez donc utiliser la méthode de votre choix. Rien n'est imposé. Il faut que la méthode soit maîtrisée par l'établissement. Ensuite, après cette analyse, vous allez procéder, donc vous allez établir un plan d'action, donc selon les écarts qui auront été mis en évidence, et ensuite procéder à la déclaration du volet 2 sur le même portail signalement-santé.gouv.fr. Alors, on insiste bien sur la recherche des causes profondes, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui est malheureusement, c'est ce qui est mal fait ou pas fait, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. On insiste bien sur le fait que vous utilisez la méthode que vous souhaitez, en sachant que sur le portail national et l'HAS utilise la méthode Orion. Donc il n'y a aucune obligation, personne ne vous demande absolument d'utiliser cette méthode. Cependant, ce sera plus simple de l'utiliser, ça vous évitera d'être redondant et de refaire 2 fois votre recherche, parce que finalement, il va falloir que vous fassiez votre recherche des causes profondes, et ensuite, si vous avez utilisé notre méthode, de retranscrire, on va dire, sur le volet 1 et le volet 2, ce que vous avez retrouvé. Cependant, ce n'est pas un souci si vous avez l'habitude d'une méthode, qu'elle vous convient parfaitement et que ça se passe bien avec les équipes médicales, paramédicales, les équipes soignantes, avec cette méthode, ça pose aucun problème. Vous pouvez utiliser cette méthode sans problème. Alors, peut-être qu'il y a des questions, parce qu'on n'avait pas prévu de faire tout de suite une séance questions, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de... Je ne les ai pas eu le temps de les lire, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes de questions. Alors, peut-être qu'il y a déjà quelques questions. Alors, il y a une question sur quid de la validation de la déclaration par le directeur de l'établissement. Alors, quelle validation aussi? En volet 1, en volet 2? Je pense en volet 1. Alors, effectivement, ça peut être un directeur qui fait la déclaration. Ce n'est pas obligatoirement un soignant ou n'importe qui peut faire la déclaration. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, en volet 1, c'était bien en volet 1. Enfin, il n'y a pas de problème pour qu'un directeur valide la déclaration en volet 1. Il est bien entendu, si c'est un directeur, on a déjà eu le cas d'ailleurs, notamment en médico-social, en EHPAD, parce que les équipes ne sont pas non plus étendues. Hein. Parfois, il y a une infirmière, un directeur, enfin, il n'y a pas toujours beaucoup de monde dans certains établissements. Donc, c'est le directeur qui fait le boulot, il n'y a pas de responsable qualité. Donc, ça ne pose aucun problème que ce soit le directeur. J'insiste et j'insisterai tout au long de la réunion, ce qui est vraiment important, c'est de faire une recherche des causes profondes, qu'elle soit faite de façon collégiale au mieux, avec un médecin coordinateur ou un médecin libéral en EHPAD, et puis avec des équipes soignantes. C'est ça qui est important. Que ce soit le directeur ou quelqu'un d'autre qui fasse la déclaration, ça ne me gêne pas. Alors du coup, je vais continuer. On va donc aborder la rédaction du rapport circonstancié. Alors, tout d'abord, une petite définition. Donc, qu'est-ce qu'un rapport circonstancié? Donc, on a repris tout bêtement la définition du Larousse. Hein. Il s'agit d'exposer donc les faits dans tous ses détails, dans toutes ses circonstances. Ce rapport donc, doit être rédigé dans les suites immédiates de la survenue de l'événement, au plus tard dans les 72 heures. Pourquoi 72 heures? Comme Olivier le disait, si l'événement se produit effectivement le vendredi, bon, on peut se laisser jusqu'au lundi pour effectivement rédiger ce rapport. Il est important donc de rester factuel, sans supposition ni jugement, et il est important que ce rapport soit synthétique. On a précisé donc de 30 à 40 lignes maximum.
Ça, c'est nous qui avons, comment dire, En fait, qui avons constaté que quand c'est bien synthétique, on comprend mieux l'effet. En fait, effectivement, il n'y a aucun texte qui dit que ça doit faire 30-40 Non. lignes. Personne ne nous oblige à mettre vous pouvez en mettre 50, 53, 42, c'est pas le problème. Ce qu'on veut surtout pas, et on y reviendra un petit peu tout à l'heure, c'est d'avoir 4 pages non synthétiques de déclaration de l'événement non chronologique. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Ouais. 30-40 lignes, c'est en fait en reprenant un petit peu tous les événements qu'on a pu voir ces 2 dernières années. On suppose, mais ça n'engage que nous, que c'est effectivement l'idéal pour faire une déclaration. On peut bien comprendre qu'un événement qui est extrêmement complexe, pluriprofessionnel, voire pluri-établissement, va nécessiter plus de déclarations, plus de lignes, etc. Ça, c'est une évidence. Oui. Il y a des événements plus simples qui ne nécessiteront peut-être pas 40 lignes. On est bien d'accord que c'est une moyenne, ce n'est pas une obligation, on ne va pas demander aux gens de compter les lignes, ce n'est pas le problème. Par là, on voulait simplement dire qu'il faut savoir être synthétique, mais savoir également mettre tous les éléments indispensables. On va y revenir en détail, oui. Alors, on vous a fait une proposition de circuit du rapport circonstancié. En fait, qu'est-ce que... donc, c'est pareil, ça n'engage que nous. C'est par rapport à notre expérience et ce qu'on souhaiterait voir finalement dans les rapports circonstanciés. Donc, évidemment, la première chose, c'est que le rapport circonstancié, il doit être rédigé selon la procédure interne de l'établissement. Hein, vous avez certainement une procédure, ou peut-être pas d'ailleurs, il y a des procédures de déclaration. Donc, le mieux, c'est de s'y tenir. Il ne s'agit pas d'être redondant non plus avec ce qui existe. C'est de recueillir tous les témoignages des personnes impliquées par l'encadrement concerné. En général, on demande à l'encadrement de faire effectivement le recueil des témoignages. J'y viens tout de suite, mais il peut y avoir plusieurs rapports circonstanciés. Ça peut être des médecins qui font un rapport circonstancié ou des rapports circonstanciés. Ça peut être des cadres, ça peut être un soignant, ça peut être une infirmière, une aide-soignante, ce n'est pas un souci. L'idée, au départ, c'est de faire ce recueil de témoignages des personnes impliquées dans l'événement. Ensuite, il faut rédiger le rapport circonstancié en prenant appui sur les témoignages. Donc, vous allez peut-être avoir effectivement plusieurs témoignages. Vous allez avoir des témoignages de médecins, pardon, de soignants. À un moment donné, il y aura une personne qui doit faire un rapport circonstancié. Et c'est ça qu'on attend. C'est ce résumé qu'on attend à un moment donné des rapports circonstanciés. Ces rapports circonstanciés peuvent être contradictoires. Et ça arrive assez fréquemment d'ailleurs. Vous pouvez avoir 2 médecins qui ne sont pas obligatoirement d'accord. Vous pouvez avoir 2 soignants qui ne sont pas obligatoirement d'accord. On reste factuel sur les rapports circonstanciés. On y reviendra également tout à l'heure. On reste factuel. Donc il suffit de rédiger son rapport en mettant que le médecin 1 a vu telle chose ou a constaté quelque chose, que le médecin 2 a constaté telle chose. Ce n'est pas un souci. L'idée, c'est d'être factuel, d'être synthétique et de ne pas avoir 50 rapports circonstanciés également, que vous devrez ensuite d'ailleurs mettre sur votre volet 1. On a également mis ensuite validation du rapport après concertation commune. L'idée, c'est effectivement que tout le monde soit d'accord sur le rapport circonstancié auprès de vos soignants, auprès de vos médecins, auprès également de vos directeurs. J'ai mis transmission du rapport au directeur de l'établissement et au responsable qualité. Ça me paraît évident que votre directeur, si c'est dans un établissement, il doit être au courant, c'est quand même mieux. Et également votre responsable qualité, parce que c'est lui quand même qui va vous aider dans toute la démarche, dans toute la logistique sur ce rapport. Donc évidemment, c'est une proposition de circuit au mieux, on est bien d'accord. Ce rapport, il fait partie du volet 1 de la déclaration qui va être déclaré aux autorités sanitaires. Alors, ce qui est important aussi, et c'est ce qu'on nous demande au niveau de l'HAS, quand on fait des expertises sur des événements indésirables graves associés aux soins, on nous demande de donner un titre à l'événement, et je trouve que c'est quelque chose, ça peut paraître étonnant, mais en fait c'est quelque chose qui est assez intéressant. On nous demande de donner la première cause identifiée, suivie de la conséquence. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nous dire Monsieur X décédé, etc. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est, par exemple, on a mis un exemple, mais c'est chute d'un résident de 85 ans sous anticoagulant ayant entraîné son décès
suite à un hématome cérébral. C'est ce type de titre. En fait, ça nous permet de donner un fil rouge et de rester sur l'événement. Dans les déclarations, on voit parfois les conséquences avant, on nous parle que de la conséquence, voire on nous parle que de la réanimation du patient. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, c'est lors de la recherche des causes, c'est ce qu'on va chercher. Donc c'est vrai que parfois, de bien faire son titre, ça permet déjà de garder un fil rouge sur ce qu'on doit déclarer et ce qui nous intéresse dans la déclaration. Donc, qu'avez-vous constaté? C'est ça qu'il va falloir décrire lors de la rédaction de votre rapport circonstancié. Il faut donc décrire les faits de manière chronologique en mettant donc en évidence les acteurs, c'est-à-dire les personnes impliquées à l'événement indésirable grave, ainsi que leur profession de manière anonyme. Donc, il ne faut pas retrouver les noms des professionnels, mais effectivement, bien parler infirmière numéro 1, infirmière numéro 2, médecin 1. Il va également falloir décrire les lieux, les équipements concernés s'il y en a, les pratiques donc, qui ont contribué à la survenue de l'événement. S'agissait-il d'un acte de soin à but diagnostique ou thérapeutique? Est-ce qu'il y a eu usage d'une technique innovante? Donc tout ça devra être précisé. Vous pouvez donc répondre aux questions quels étaient les professionnels impliqués et ou les témoins? Que s'est-il passé? Quel était le contexte du service ce jour-là? Est-ce qu'il y avait une forte activité? Est-ce qu'il y avait une situation particulière, un manque de personnel ce jour-là? Ou le lieu de l'événement et ou de constatation, puisqu'ils peuvent être différents dans certains cas. Quand? Essayez donc de donner la date et l'heure de l'événement, l'heure si elle est connue. Et donc, quelles ont été les mesures prises de manière immédiate pour récupérer l'événement? Alors, tous ces éléments, vous aurez de toute façon à les compléter dans le volet 1. Donc, c'est bien déjà d'avoir en tête effectivement ce que vous devez rechercher et ce que vous devez retranscrire ensuite sur votre volet 1 ou sur votre volet 2. C'est vrai que l'anonymisation, elle est indispensable. On voit encore pas mal de déclarations avec le nom des personnels d'ailleurs ou des patients. On veut ni les personnels ni les patients dans les déclarations. Vous n'avez pas à mettre le nom des personnes dans ces déclarations. Ce n'est pas le lieu ni l'endroit pour mettre ce type de choses. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez constaté? Donc là, on revient, pour ceux qui ont l'habitude, vous allez retrouver évidemment donc la méthode alarme, hein, c'est-à-dire décrire les facteurs qui ont pu influer sur l'événement. Hein, les facteurs liés aux patients, aux tâches à accomplir, aux soignants, à l'équipe, à l'environnement, à l'organisation, au contexte institutionnel, ainsi que toutes les informations qui permettent à un lecteur extérieur de votre établissement de comprendre les circonstances de l'événement. C'est vrai que ce qui est bien finalement, c'est pour ça que dans la slide précédente, quand je vous disais bien évidemment de prévenir votre directeur, ça permet aussi de faire lire l'événement à une personne, pas extérieure à l'établissement, mais à une personne qui n'était pas sur l'événement, pour comprendre effectivement ce qui s'est passé. Si cette personne déjà elle ne comprend pas bien, vous imaginez bien que ce soit les autorités sanitaires ou nous-mêmes, on aura du mal à comprendre ce qui s'est passé. Et un événement où on a du mal à comprendre ce qui s'est passé, c'est déjà un événement qui va poser problème. Donc autant que ce soit clair, fluide, c'est extrêmement important. Il ne faut pas hésiter également dans votre déclaration à positionner les gens de façon anonyme, mais positionner les gens qui ont participé à cet événement et de bien positionner aussi les gens qui ont réalisé ou fait les démarches lors de cet événement. Il faut toujours penser également à la culture positive de l'erreur. C'est important. Il y a eu des actions, il y a eu des choses qui ont été mises en place. C'est très bien, il faut aussi les signaler, ça fait partie de l'événement.
Alors une chose qui peut paraître un peu anodine, mais qu'on retrouve assez fréquemment aussi, c'est quelles ont été les conséquences de l'EIGS pour le patient. Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il y a un déficit fonctionnel permanent? Est-ce qu'il y a eu une mise en jeu du pronostic vital? Ça fait partie de la définition du décret, mais parfois on ne sait pas ce qui s'est passé. On nous dit le patient s'est suicidé, mais on ne sait même pas ce qu'il a eu. On ne sait pas où est-ce qu'il est, il a fugué, on ne sait pas ce qui s'est passé. Une simple fugue, ce n'est pas un UGS. S'il a pris un mauvais médicament, ok, mais si on ne sait pas derrière ce qui s'est passé, on ne va pas pouvoir définir ce que c'est que cette IGS. Donc c'est important de bien préciser dans la déclaration à quoi ça correspond et quelles ont été les conséquences pour le patient. Ce qu'il va falloir aussi préciser, c'est le motif initial d'admission avant la survenue de l'événement indésirable grave. Pourquoi le patient était-il donc dans votre établissement? Particulièrement pour les établissements sanitaires, effectivement, il est bien de le préciser. Quel est l'acte de soin qui a été mis en cause dans la survenue de l'événement? Est-ce que c'était un acte de soin médical, paramédical? Est-ce que l'événement s'est produit lors d'une surveillance? Quelles sont vos premières hypothèses de cause? Donc la cause qui vous paraît la plus évidente. Il est utile de le préciser à ce moment-là de votre déclaration, même si pour l'instant vous n'avez pas fait votre recherche de cause profonde. Il est utile de préciser la cause qui vous paraît évidente à ce moment-là de la déclaration. Alors, je reprécise que ce PowerPoint qui vous sera... donc tout ce qu'on fait là, c'est en replay, vous pourrez le revisionner, vous aurez accès au PowerPoint et vous aurez également un petit mémo, on y reviendra à la fin, en une page, sur ce qu'on souhaite retrouver sur le rapport circonstancié. Alors, on a mis un petit papier C, ce n'est pas un rapport circonstancié, qu'est-ce qu'on aimerait que ce soit, et puis qu'est-ce que ça ne doit pas être finalement. Hein, donc c'est une compilation des témoignages des personnes impliquées dans l'événement ou plus proches de l'événement, mais ce n'est pas une copie du dossier médical du patient et ou du résident concerné. Hein, les copier-coller du dossier, c'est souvent incompréhensible, c'est plein de sigles, c'est plein de noms, c'est plein de choses qui finalement ne nous intéressent pas toujours, parfois si, mais qui ne sont pas mis de façon chronologique et sont finalement assez peu exploitables. C'est la mise en évidence des faits importants qui ont pu influencer la survenue de l'événement. Hein, les antécédents en lien, l'âge du patient ou du résident. Hein, que ce soit aussi compilé, qu'on ne trouve pas des antécédents à un endroit, et puis qu'on retrouve encore d'autres antécédents à la 3e page. Quand on le voit aussi, c'est un petit peu ennuyant, c'est intéressant d'avoir les antécédents, bien entendu. Il ne faut pas qu'ils soient un petit peu partout. Ce n'est pas une copie du séjour du patient de son entrée à la survenue de l'événement. Hein. Les détails inutiles, c'est des choses qui vont nous emboliser plus qu'autre chose. Finalement, on va lire des détails qui vont finalement être assez inutiles à la recherche des causes profondes. Le rapport circonstancié, c'est une description des faits de manière chronologique. Ça, c'est bien demandé de toute façon sur le volet 1, c'est bien demandé par l'HAS, en nommant les spécialités des intervenants avec un enchaînement logique du Guéroli de l'EIGS. Il ne s'agit pas de revenir en arrière au bout de la 20e ligne en se disant tiens, j'avais oublié ça, mais on va quand même rajouter ça parce que c'était intéressant de le dire, etc. Non, il faut que ce soit chronologique, il faut que ce soit logique et chronologique. Et ce n'est pas uniquement les conséquences pour la personne exposée et ou la structure concernée, bien entendu. Et puis le rapport circonstancié, c'est une description factuelle, neutre, précise et objective et sans préjuger de l'avenir sur les suites. Hein, ce n'est pas rechercher une faute de chacun. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez avoir des rapports circonstanciés de vos soignants ou de l'équipe qui peuvent être contradictoires. Ça arrive, ce n'est pas un problème. On peut avoir une vision différente de l'événement. On a le droit de se poser des questions. On peut n'avoir vu qu'une partie de l'événement.
Donc tout ça, ça ne pose aucun problème. Ça fait même partie de la recherche des causes profondes. C'est pour ça qu'il y en a une. Mais l'idée, c'est pas d'aller, entre guillemets, d'aller dégommer son collègue ou de régler ses comptes. Hein. C'est absolument pas le but de l'événement indésirable grave associé au soin et de cette déclaration. Ça ne servira strictement à rien. D'ailleurs, on ne pourra rien en faire finalement. Le but, la philosophie quand même de ces déclarations et de la chaise, c'est que ça ne recommence pas, bien entendu. Alors, on va vous proposer donc un exercice où vous allez donc devoir rechercher les erreurs du rapport qui va suivre. C'est un rapport donc qui est totalement fictif. Donc, je vais vous lire l'exemple et je vous propose donc de faire vos remarques en même temps que je vais procéder à la lecture dans l'onglet conversation. Donc, vos remarques, vous nous dites ce que vous pensez au fur et à mesure de cet exemple de rapport circonstancié. Alors, c'est une petite précision sur ce rapport. Donc, c'est un rapport fictif hein, que nous avons totalement inventé. Donc, rassurez-vous, il ne vient de nulle part. Il va être lu de la façon dont on pourrait le lire quand on a ce type de rapport. Hein, c'est une façon volontaire de le lire de cette façon-là. Donc, n'hésitez pas à faire vos petites remarques dans le chat et puis on en discutera ensuite. Alors, il s'agit donc du décès de Monsieur Durand le 9 avril 2021. Monsieur Durand est né le 30 janvier 1936, a été admis à l'EHPAD donc Sainte-Anne de Pau le mardi 6 avril 2021 à 14h02. Il a été admis à la suite du décès de son épouse survenu donc 3 mois plus tôt à la demande de sa fille unique, Madame Dujardin, qui a constaté des troubles de la mémoire, ce qui l'avait conduit à oublier de couper le gaz. Il est traité pour une hypertension et un Parkinson et une partie de son traitement comprend du Ramipril 5 mg. 7 avril. Entretien de validation à 14h17 pour l'admission de M. Durand, réalisé par Mme Dupont, infirmière coordinatrice, et M. Robert, médecin coordonnateur, en présence de sa fille. Son traitement médical est évalué à son entrée ainsi que son autonomie. Il est évalué GIR 4. Monsieur D n'a pas d'allergie, pas de régime alimentaire particulier. N'a jamais présenté d'épisode de fausse route. Il était professeur de lettres à la faculté. Il aime beaucoup les mots croisés. Monsieur D n'a pas d'aide à domicile. Sa fille passe quotidiennement pour l'aider à faire son ménage et préparer ses repas. Ces derniers temps, il a moins d'appétit et a perdu du poids, environ 5 kg sur cette année. Ses antécédents sont les suivants. Insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire récente traitée par AVK, insomnie. Admission de M. Durand à 15h. Accueil fait par une infirmière, Mme Petit, et sa collègue aide-soignante, Mme Dubois, en salle Ambroise Paré. Présentation de sa chambre ainsi que des espaces de vie communs. M. D semble apprécier son nouvel environnement. Il est souriant envers l'équipe et les autres résidents. Monsieur se déplace avec une canne. Il est porteur de 2 appareils auditifs et de lunettes. A fait une chute sans gravité en se rendant aux toilettes. Il avait laissé sa canne près de son fauteuil. Dîner pris en salle commune, a bien parlé avec les autres résidents. Nuit sans particularité, Monsieur D a bien dormi, a sonné une fois car il avait oublié où se trouvaient les toilettes. Jour suivant. Toilette faite par Monsieur D. Administration des traitements. A passé l'après-midi dans sa chambre car avait des céphalées. Dit que c'est habituel et que cela lui arrive souvent à la maison. Épisode de chute dans la salle de bain sans perte de connaissance. L'ASH a immédiatement prévenu l'équipe paramédicale. Il dit avoir glissé, a été relevé sans difficulté par Madame Petit. BS de la veille reçue, NFS, hémoglobine 8,9 et INR à 4. Pas de blessure apparente après examen par l'infirmière. Sa fille a été prévenue de la chute. Repas du soir, pris avec les autres résidents. A peu mangé car mal de tête persistant ce soir. A passé une bonne nuit, mais l'AS ne serait pas passé dans la chambre car n'a pas eu le temps. Un autre résident a fait une chute qui a nécessité l'intervention des pompiers. Deuxième jour. Monsieur D est désorienté ce matin. Il sollicite de l'aide pour sa toilette et pour se lever.
A du mal à tenir debout, petit déjeuner pris au lit. Communique avec difficulté, cherche ses mots. Dans la matinée, se sent mieux, se lève sans difficulté. Vers 10h30, chute dans le couloir sans perte de connaissance. Plaie peu profonde à l'arcade sourcilière. Madame Martin prévenue. Transmission pansement. Plaie de 2 cm superficielle, non inflammatoire, léger saignement jugulé par la compression. Désinfection 4 temps, protocole biseptine. Pose de stéristrip et mise en place de pansement sec. À refaire dans les 48 heures. Paramètres vitaux corrects, TA à 95-60, fréquence cardiaque 130. Au repas de midi, Monsieur D présente un épisode de vomissement et de désorientation. Monsieur D est accompagné à sa chambre. Soudainement, il perd connaissance, ce qui conduit l'infirmière à appeler le médecin responsable. Paramètres vitaux pris stables, soudainement désaturation de Monsieur D. Intervention du SAMU demandée par le médecin qui arrive 10 minutes plus tard car ne peut se déplacer rapidement. Les premiers soins sont réalisés sur place, pose cathéter, aspiration car suspicion d'inhalation lors des vomissements, oxygénation. Madame Dupont a prévenu sa fille, l'a rappelé à ce numéro à toute heure, 06 78 81 45 39. À l'arrivée aux urgences, un scanner cérébral est réalisé montrant un hématome sous-dural volumineux. L'état de Monsieur D se dégrade rapidement, quelques heures après son admission aux urgences. Voilà. Voilà, j'ai dû en perdre quelques-uns au fur et à mesure de la lecture. Si vous ne dormez pas, j'ai vu quand même les messages passer. Donc effectivement, il y en a certains d'entre vous qui ont repéré quand même les quelques difficultés. Et on a été light sur ce type de rapport. Hein, c'est le genre de rapport qu'on peut voir assez fréquemment. Il faut chercher le fil conducteur, il faut savoir exactement ce qui s'est passé sur ce type d'événement. Ça peut quand même poser question. Alors effectivement, j'ai vu pas mal de petits mots qui sont passés. Donc j'ai vu beaucoup de choses effectivement intéressantes. On vous a fait un petit résumé. Alors on ne vous a pas dit le rapport circonstancié idéal, hein, parce que ce serait un peu facile, mais on vous a donné effectivement les éléments qui nous posaient problème. Alors principalement, le premier élément effectivement qui pose principalement problème, c'est ce qui est en bleu, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas anonymisé. Et en toute honnêteté, on le voit encore énormément. On voit énormément de choses comme ça. Donc pensez bien à anonymiser. Si vous avez plusieurs médecins, bah, vous mettez médecin 1, médecin 2, chirurgien 2, anesthésiste, etc., aide-soignant, enfin, anonymisez vos rapports circonstanciés, c'est extrêmement important. Je fais un tout petit rappel, d'ailleurs vos praticiens peuvent me demander, lors de vos revues de morbi-mortalité, une RMM est toujours anonymisée, de même que ce type de rapport circonstancié. Ils ne font pas partie du dossier médical. Donc si vous avez une saisie, je parle pour la justice, du dossier médical, ça n'en fait pas partie, ça reste anonymisé. Je ne dis pas qu'il ne peut pas vous le saisir. Si effectivement il vous demande votre revue de morbi-mortalité, vous devrez lui donner, mais s'il ne vous demande que le dossier médical, ça ne fait pas partie du dossier médical. Voilà. Donc effectivement, tout ce qui est en bleu, tout ce qui est pas anonymisé, ça pose problème. Vous avez également une autre problématique qui concerne les médicaments et puis les antécédents qu'on trouve un petit peu partout. Donc c'est quand même intéressant d'essayer d'être synthétique sur les antécédents et sur son traitement. Ça permet un petit peu de savoir où on va. Vous avez également une problématique sur le titre. Je l'ai vu passer. Certaines personnes m'ont dit effectivement que le titre n'était pas bien. Oui, effectivement, on dit d'emblée que c'est un décès. Ce serait intéressant de savoir pourquoi il y a eu effectivement ce décès. Vous avez effectivement ensuite sur la chronologie, qui est le 7 avril, le jour suivant, puis le deuxième jour. Si vous regardez bien, c'est quand même un petit peu ennuyant d'avoir ce type de chronologie. On peut vite s'y perdre. Là, ça va, il n'y a qu'une page, parce qu'on n'allait pas vous faire 6 pages
Là, je pense qu'on perdait On tout vous le aurait monde. perdu. Mais déjà, sur une page, je pense que c'est assez lancinant, on va dire, de le lire de cette façon-là. Merci à Émilie de l'avoir fait, parce que c'est pas facile de lire quelque chose comme ça. Mais on peut en voir qui font 2 pages, 3 pages, 4 pages. C'est illisible. À la fin, c'est illisible. Et vous vous y perdez même dans la chronologie. Donc, mettez bien les jours, les heures, si elles sont utiles, de les mettre. Alors en jaune, effectivement, on a mis tout ce qui nous paraissait problématique, parce que ça ne nous intéresse pas toujours. Il y a des choses qui sont inutiles, il y a des éléments qui n'ont rien à faire là, il y a des copier-coller du dossier médical. Donc tous ces éléments, effectivement, sont trop et n'auraient pas dû être là. Alors, je viens de voir passer, parce que je n'ai pas eu le temps de tout lire, vos messages. Je vois que quelqu'un a demandé s'il fallait qu'il y ait les actions, enfin, ou demander les actions qui ont été mises en place pour les chutes. Ça ne doit pas être dans le rapport circonstancié. Alors, je ne sais pas si c'était la question, je ne sais pas si ça a été la question qui était posée, mais non, effectivement, ça ne doit pas faire partie du rapport circonstancié. On n'en est pas à cette partie-là. On n'est pas encore dans la recherche des causes profondes. On n'est que dans le rapport circonstancié. On doit être que factuel. De même, est-ce que ce patient a été bien pris en charge ou pas? On n'est pas là pour le juger. Ce n'est pas notre problème. On met simplement ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a une surveillance du traumatisme crânien, oui ou non? Si ça a été fait, on le met. On met de quelle façon la surveillance a été faite. On ne met pas si c'est bien ou pas bien ou si ça n'a pas été fait. Ce n'est pas ce qui nous intéresse là. Hein, là, on fait vraiment le rapport circonstancié. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Voilà. Olivier, je me permets juste de te couper. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Madame Linte Fabienne, oui. Si vous pouvez ouvrir votre micro. Oui. Je vous écoute. Allez-y, c'est bon, on vous écoute. Non, c'est une fausse manip, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Je vous écoute attentivement et j'ai fait une fausse manip, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Il y a monsieur ou madame Uriot qui a levé la main aussi. Oui. Oui. Allez-y, c'est bon, on vous écoute. Bon, ils sont partis. Comme dans les jeux télévisés, ça. Bon. Ou peut-être un problème pour activer le micro, peut-être. Voilà. Oui. Bon. On va continuer Oui, du on va coup. continuer. Puis il y a une séance de questions. On verra si les questions vont bientôt arriver. Voilà. Alors, que retenir donc de ce rapport circonstancié? Donc, effectivement, hein, comme on l'a vu passer dans les messages, trop de détails inutiles. Effectivement, ça entraîne une perte de lisibilité qui aura pour conséquence donc de revenir vers l'établissement pour demander un travail complémentaire sur la rédaction de ce rapport. Il n'est pas assez synthétique, effectivement, on est loin des 30 à 40 lignes qu'on vous avait évoquées au départ. Il n'est pas anonymisé, on retrouve effectivement le nom du patient, des intervenants et effectivement le titre mettait au premier plan donc la conséquence de l'événement indésirable grave. Alors, ce qu'il faut retenir de cette étape de déclaration donc, de l'événement indésirable grave, c'est la culture donc, positive de l'erreur. Il est important de rappeler aux équipes qu'on ne déclare pas, enfin le but de déclarer n'est pas de punir, ce n'est pas une recherche des fautes de chacun. Le but est effectivement d'apprendre et de tirer donc, des leçons de nos erreurs afin que cela ne se reproduise pas. Comme on vous l'avait dit donc, avant, il est important aussi de valoriser la gestion de l'événement indésirable grave qui a été faite donc, par l'équipe, leur réactivité et leur efficacité. Ce qu'il est important aussi, c'est d'apporter donc un soutien à l'équipe dans les suites de cet événement parce que la survenue d'un événement indésirable grave a souvent un impact émotionnel très fort chez les professionnels et ils ont besoin de soutien. Il est possible effectivement de proposer également chez les personnes qui ont été les plus fragilisées un accompagnement psychologique si besoin. Alors, le soutien aux équipes, c'est important. Valoriser les équipes et valoriser ce qui a été fait, c'est effectivement très important. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Oui.
il ne s'agit pas de ne voir que ça dans un rapport circonstancié ou dans une déclaration. Il faut revenir aussi quand même à la philosophie de départ, c'est que ça ne recommence pas. Donc valoriser ce qu'a fait l'équipe, valoriser les équipes, c'est important. C'est aussi important de savoir pourquoi c'est arrivé. C'est la recherche des causes profondes qui va nous aider à trouver ça. Ne mettre que la valorisation de l'équipe, c'est important, mais ça ne nous apportera pas toujours grand-chose. Hein. Donc il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Bien sûr. On arrive donc à l'étape des questions. Vous avez des questions à poser. Vous pouvez donc le faire en activant votre caméra et en levant la main. Alors, il y avait une question sur comment caractérise-t-on l'événement inattendu. Alors moi, parfois, j'ai mis quelques réponses hein, dans le chat. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'avais mis que l'événement inattendu était au regard de l'état de santé et de la pathologie, comme par exemple un décès imprévu. Alors, je ne sais pas si ça a bien répondu, à la question. Et il y avait une autre question sur le directeur de l'établissement, toujours, est-il informé lorsqu'un soignant fait une déclaration? Obligatoirement. Ça peut être, il n'y a pas d'obligation. Un soignant, d'ailleurs un médecin libéral, peut faire une déclaration tout seul. Donc un soignant peut faire une déclaration tout seul. Donc le directeur de l'établissement ne sera pas, j'allais dire, tout de suite au courant, en tout cas. Il le sera peut-être ensuite sur le retour de l'événement s'il y a un besoin d'information, que ce soit par l'ARS, que ce soit sur la demande d'un appui ou autre. Donc, mais il n'y a pas, c'est pas une obligation. Cependant, c'est pour ça que moi je mettais quand même dans le circuit du rapport circonstancié, je mettais quand même de prévenir le directeur. Ça me semble plus logique, effectivement, que le directeur soit prévenu. C'est vrai qu'il faut faire attention. Ça peut peut-être poser des problèmes à certaines personnes de faire des déclarations. Mais bon, à un moment donné, il faut bien que le directeur soit quand même au courant de ce qui se passe dans son établissement. De toute façon, soit on peut lui demander des comptes, soit donc il faut de toute façon qu'il soit au courant. Mais il ne le sera pas de façon systématique. Hein. Alors, y avait-il aussi, faut-il déclarer un EIG à la fois dans le circuit de déclaration des fiches d'événements indésirables de l'établissement et sur le portail de signalement? Alors là, j'avais répondu dans le chat que, en tout cas, pour un EIGS, sur le portail national de signalement, oui, c'est un EIGS à la fois. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Et puis, alors, il y avait une question, mais que j'ai moins bien compris. Quelle est la place et la valeur de la déclaration UGS externe à ARS en cas de plainte de la famille? Pardon. Eh ben, alors, je ne sais pas trop quelle était la question, mais la justice, si ce rapport est anonymisé, n'a pas accès à ces documents, sauf si le juge est au courant qu'il y a une déclaration et souhaite avoir cette déclaration. Le juge peut tout saisir, quoi qu'il en soit, peut tout saisir. Le dossier médical, des documents administratifs, donc il peut faire. Faut-il qu'il soit au courant? Faut-il que... Oui, tout est toujours possible par un juge, mais je n'ai pas connaissance que ça a été fait, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Mais bon, il n'y a pas... Je ne comprends pas bien le sens de la question sur le fond. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut mieux toujours que le IGS ait été déclaré à l'ARS. Ça sera toujours mieux pour l'établissement, quoi qu'il arrive, qu'il soit médiatisé ou autre. Je pense que c'est mieux qu'il soit déclaré par l'ARS avant la possible médiatisation. On va dire les choses. Hein. C'est sûr qu'il est évident que c'est toujours plus douteux un établissement qui ne déclare jamais rien qu'un établissement qui déclare beaucoup. Ça fait des années qu'on le dit, c'est de plus en plus vrai. Un établissement qui ne déclare jamais un EIGS, bon, ok, on se dit, bah, tout se passe bien chez lui, il n'y a jamais de souci. Ok, bon, pourquoi pas. Mais c'est toujours surprenant. Alors, il y a deux personnes qui ont levé la main. Il y a Monsieur Uriot, du coup. Oui. On vous entend, Monsieur Uriot, c'est bon? Non, on n'entend pas. Non, on n'entend pas?
Non. Non. Alors, je vais essayer de désactiver moi-même son micro. Peut-être qu'il essaie de parler, mais on n'entend pas. Et on va passer du coup à Nicolas Cholot. Oui, Nicolas Chauveau, que je connais bien. Bonjour Olivier, bonjour l'équipe. Bonjour. Tu viens un petit peu en partie de répondre à la question. C'était en lien justement quand il y a aucune déclaration de IGS qui est faite sur l'établissement. Non pas qu'on veut cacher des choses, mais au vu de la définition, si on n'a pas de complications ou pas de décès ou pas de pronostic vital engagé, on n'a pas grand-chose à déclarer. Donc moi, tu penses que c'est préjudiciable sur une certif ou quelque chose comme ça, même si à côté de ça, on a des EIS tout à fait, qui sont déclarés, quoi. Je pense que ça peut, sur un établissement, alors ça dépend effectivement des spécialités et des établissements. Il y a des établissements, on va dire, enfin, il peut effectivement avoir certaines activités qui sont beaucoup plus à risque que d'autres. Donc on peut entendre que les établissements devraient avoir plus de déclarations que d'autres. Donc ça peut s'entendre. Après, au niveau de l'HAS et de la certification, comme tu le sais, c'est toujours expert dépendant. Donc ça dépend un petit peu sur qui on va tomber. Mais effectivement, un établissement qui ne déclare jamais rien, qui n'a jamais de problème et qui fait quelques spécialités à risque, ça peut effectivement poser question. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Ok, merci. Je conseille quand même effectivement sur une mise en jeu, sur un événement, de le déclarer. Si après, sans un ou tout événement qui passe en RMM, souvent, on est quand même très souvent, il y en a quand même quelques-uns qui sont des EIGS. Hein, donc, Ben, voilà. c'est ce que j'allais dire dans l'analyse qu'on fait, nous, sur les événements indésirables. Alors, on ne peut pas l'appeler grave, mais quand même, il y a quand même une incidence, mais ça ne va pas jusqu'au pronostic vital ou au décès. À travers les RMM, on le fait. Alors, c'est pour ça que c'est un peu redondant avec le IGS, quoi. Alors, c'est vrai que si ton événement, bon, il n'est pas défini comme tel, comme un UGS, il n'y a pas lieu de le faire. Maintenant, je ne sais pas les événements que vous avez, que vous avez en RMM, mais en creusant un peu, je suis persuadé qu'il y a quelques éléments qui peuvent être en lien avec une mise en jeu du pronostic vital. Ouais, c'est ça, parce que prendre un exemple, une erreur de côté sur une cataracte qui est avérée, mais qui, comment dirais-je, est rattrapée dans le sens où le chirurgien se rend compte et puis qu'il n'y a pas d'incidence ou de complications pour le patient, c'est difficile de le déclarer en EIGS, alors qu'on est passé tout loin, on est passé tout près, je veux dire. Vous mettez sur une AG, et si c'est une AG, il y a quand même une mise en jeu du pronostic vital rien que par l'acte. Donc de toute façon, oui, pour moi, ça fait partie des déclarations de IGS. Hein. Ah ouais, donc pour toi, sur une erreur de côté d'un patient qui est donc en AG, pour lequel je n'ai aucune incidence sur sa vie par la suite parce que ça a été récupéré par le chirurgien, tu conseillerais de le déclarer quand même? Oui, je déclare. Oui, oui. Ok. Non, mais c'est de moi savoir, parce que tu vois, moi, je ne l'aurais pas déclaré dans le sens où j'ai pas de complications pour le patient, donc je considère que c'est pas un EIGS. Oui, ça peut être effectivement le cas de cette façon-là. Cependant, bon, évidemment, le niveau soin, c'est inattendu. Était quand même, si ça dépend de la personne et ça dépend de l'AG et ça dépend de l'anesthésie que tu fais sur le patient pour sa cataracte. Mais si tu es sur une AG, moi je déclarerais. Parce que rien que l'acte en lui-même, tu fais un acte finalement d'AG qui ne sert à rien, donc c'est quand même, ça reste dangereux quand même. Donc de toute façon. Ok. Ok, merci Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Il y avait le monsieur tout à l'heure qui est re-rentré, je crois, et qui avait sa question. Alors, je ne sais pas s'il est encore. Non, mais il avait mis un petit commentaire, du coup, monsieur Uriot, il a mis, je pense qu'il y a un... Oui, c'est ça, j'ai un problème avec mon ordi, donc j'ai repris sur mon téléphone. D'accord. Oui, donc je voulais vous dire par rapport à ces événements indésirables, je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de la communication, au niveau des établissements qui ne connaissent pas forcément l'importance de ces documents.
et qu'ils ne le font pas systématiquement. Et quand ils le font, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, je pense, de jours, comme on a vu dans l'exemple, parce qu'ils remettent les jours avant comment ça s'est passé, parce qu'en fin de compte, ils ne connaissent pas forcément l'intérêt de ces documents. Alors, on y Oui. reviendra un petit peu sur l'intérêt pédagogique de ces déclarations. Ces déclarations, on en parle à la fin, elles ne servent pas à rien. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu pénible de faire ce type de déclaration. On en reparlera un tout petit peu plus tard, à la fin, où effectivement on vous expliquera à quoi ça sert. Voilà. À quoi servent ces déclarations? Elles ne servent pas à rien. Effectivement, ça peut paraître assez lourd, mais elles ne servent absolument pas à rien et c'est important de les faire. Voilà, donc on va pas faire, on va pas en parler tout de suite, on en parlera un tout petit peu après. On va continuer, Ouais. effectivement. Donc, sur la déclaration du volet 1. Donc la déclaration du volet 1, vous faites votre déclaration donc, sur le site et sur le portail où vous retrouvez quand vous faites votre déclaration, donc cette image qu'on retrouve sur la slide. Donc quelles informations doivent apparaître dans votre déclaration de volet 1? Donc vous avez différentes informations. Donc d'abord sur le déclarant de l'établissement. Alors le volet 1, en fait, on va le faire en 2 slides, vous allez voir. C'est simplement, je suis revenu là-dessus, donc il y en a qui ont certainement l'habitude de faire ces déclarations, donc ça va leur paraître assez simple, ces 2 informations. Mais je suis revenu dessus, bon, déjà pour ceux qui n'en ont jamais fait ou qui ne savent pas trop, et puis pour vous expliquer aussi que ça reste assez simple. Une déclaration de volet 1, c'est vraiment pas une usine à gaz. On a toujours l'impression que la déclaration de l'IGS, c'est compliqué. Machin. Non, ça reste très simple, on va en parler tout de suite. C'est quelque chose de très très simple, volet 1. Hein, c'est votre rapport circonstancié. Donc vous protégez votre patient en premier, toujours en premier, première chose que vous faites. Puis vous faites votre déclaration interne et vous faites votre déclaration du volet 1. Le volet 1, c'est le rapport circonstancié et je vous conseille même de le faire en premier. Vous récupérez un maximum d'informations auprès des soignants, des témoins, des personnes qui étaient là et vous répondez à ces questions. Donc sur le déclarant de l'établissement, donc ça peut être un établissement sanitaire, médico-social, une profession libérale. Est-ce que c'est un professionnel de santé, un qualiticien, un directeur? Les coordonnées du déclarant, c'est toujours mieux ensuite pour les contacter. Les informations sur le patient, l'âge, sexe, antécédents, qui ont pu influencer sur l'événement. Ensuite, les circonstances de l'événement indésirable grave, donc le rapport circonstancié, donc la date et lieu de l'événement, les constatations, les conséquences pour la personne exposée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'elle est décédée, est-ce qu'il y a une mise en jeu du pronostic vital, est-ce qu'il y a un probable déficit fonctionnel permanent, est-ce qu'il y a un diagnostic principal de prise en charge avant la survenue de l'événement, est-ce qu'il y a eu un acte de soin impliqué dans l'événement ou pas, hein, ça aussi c'est intéressant de l'avoir, et quelle est la cause la plus évidente pour vous sur cette circonstance. Alors la cause évidente, c'est pas automatiquement la personne en cause. C'est bien 2 choses et je reviens là-dessus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'aller nous dénoncer qui que ce soit. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est pas c'est la faute de l'infirmière remplaçante qu'on a mis dehors immédiatement, etc. C'est pas ça qui nous intéresse. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est la première cause que vous pensez qui a été celle pour lequel le patient est ou décédé ou il y a eu une mise en jeu de son pronostic vital. Hein, c'est vraiment quelle cause vous pouvez penser qui a été responsable. En faisant la recherche des causes profondes, on aboutit souvent à d'autres causes. Mais la première cause est parfois intéressante. Donc aussi les autres conséquences que vous avez constatées pour le personnel, la structure, les mesures immédiates que vous avez prises pour la personne. Hein, est-ce qu'il y a une information sur le dommage lié aux soins? Est-ce que ça a été donné au patient? Effectivement, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et c'est de toute façon demandé dans ce volet 1, et c'est aussi obligatoire d'ailleurs. Est-ce qu'il y a eu des mesures immédiates prises pour les proches? Hein, c'est quelque chose qui nous intéresse également. Est-ce qu'il y a eu un retour sur cet événement? Est-ce qu'il y a eu une réunion soignant en direction? Est-ce qu'il y a eu des mesures de soutien auprès du personnel? Est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée?
Et puis, comment vous vous organisez pour cette EIGS, hein, comment vous allez vous organiser? Quelle méthode vous allez utiliser? Est-ce que vous avez les compétences en interne pour le faire? C'est une question qui vous est posée également. Le plus souvent, en établissement sanitaire, il y a le plus fréquemment, il y a un responsable qualité qui peut être là pour vous soutenir. C'est pas obligatoirement lui qui doit tout faire, mais il peut effectivement être là en soutien logistique. Parfois, c'est pas évident parce qu'ils sont sur plusieurs établissements, je le sais. En établissement médico-social, c'est pas toujours simple. Il n'y a pas, même plutôt rarement, un responsable qualité. C'est des responsables qualité qui sont soit dans les groupes qui viennent vous aider, soit il n'y en a pas carrément, donc c'est le directeur ou la cadre qui s'en occupe. Mais en tout cas, vous pouvez avoir un appui de notre part, il suffit de cocher la case. Et de toute façon, il vous demande de le noter. Voilà. On va donc maintenant vous proposer un quiz pour évaluer un petit peu ce qu'on vous a dit. Vous pouvez donc répondre aux questions que je vais vous poser donc, via la messagerie. Donc la première question, le rapport circonstancié doit comporter tous les détails du dossier. Est-ce vrai ou est-ce faux? Alors j'attends quelques minutes pour avoir vos réponses. C'est faux. Super. Effectivement, donc c'est faux. Deuxième question, le volet 1 peut être déclaré dans les 8 jours. C'est faux. C'est faux. 48. Super. Effectivement, c'est faux. Le rapport circonstancié est rédigé par un médecin ou un cadre. C'est faux. Pas forcément. Eh bien, réponds. Non, c'est bon. Alors, tout le monde met faux. C'est activé. On avait dit vrai. Alors, c'est une question qui peut C'est- paraître ambiguë. En fait, c'est pour revenir à la synthèse du rapport circonstancié. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez avoir plusieurs rapports circonstanciés de plusieurs médecins, de plusieurs soignants, de plusieurs cadres, de plusieurs directeurs. Il y a un directeur. Il peut y avoir plusieurs directeurs dans des établissements publics, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment qu'on ait un rapport circonstancié. Et en général, c'est une hiérarchie qui doit quand même synthétiser ce rapport circonstancié. C'est pour ça qu'on a mis vrai. Effectivement, on n'est pas dans le détail, mais voilà. C'était en tout cas la philosophie de la question. Oui, il peut être rédigé par quelqu'un d'autre que par un médecin ou un cadre, bien entendu. Hein, voilà. Ensuite, la question 4. Le rapport circonstancié n'est pas obligatoirement chronologique. C'est vrai. Oui, T'es obligé vrai. d'être dans la Oui. chronologie. c'est vrai, ouais. Alors, Ouais, Même si c'est le choix, non? quelques réponses. ouais. Moi, je dirais vrai. Hein. Et il est chronologique, donc on avait joué un petit peu sur la tournure de phrase, puisque j'avais dit qu'il n'est pas obligatoirement chronologique, donc c'est faux puisqu'il doit être chronologique. Il est obligatoirement Il y avait un petit- chronologique, c'est une demande de la chaire, il est obligatoirement chronologique. D'accord avec vous, des fois, On a il n'y mis a pas de des pièges. chronologie sur l'événement, mais vous avez toujours, de toute façon, une chronologie quand même sur ce qui s'est passé. Donc, il doit être chronologique, votre rapport circonstancié. Effectivement. Il doit être synthétique et chronologique. Ensuite, il n'est pas obligatoire de rédiger un rapport circonstancié. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc, effectivement, c'est faux. Et la dernière question, le rapport circonstancié est soumis au secret professionnel. Est-ce Ouais. vrai ou faux? Oui, si on anonymise, si c'est anonyme, oui. J'attends encore un petit peu. Effectivement, je vois que tout le monde répond la même chose. Et donc, c'est vrai, effectivement. Voilà, donc comme dit précédemment, donc après cette déclaration du volet 1, vous avez donc 3 mois pour procéder à la déclaration du volet 2, donc pendant laquelle vous allez réaliser l'analyse approfondie avec la méthode de votre choix. Et donc à ce moment-là, vous pouvez nous solliciter, donc solliciter un appui extérieur
pour vous aider à effectuer cette analyse. Il y avait peut-être des questions sur le quiz, je ne sais pas, on n'a pas demandé. Alors, j'en ai pas vu passer. Mais... Moi non plus, il y avait beaucoup de... Non, il y a eu juste le fait que le rapport puisse être rédigé justement pas uniquement par le médecin et qui a été un petit peu perturbant, mais je crois que c'est tout bon. Ok. Donc l'appui de la SRA, c'est ce qu'on vous disait, n'hésitez pas à demander notre appui par téléphone, par mail, par ce que vous voulez. Donc sur les EIGS, je ne vais pas revenir sur le décret. Par contre, c'est notre mission première au niveau de la structure régionale d'appui. La question, c'est ça agit au niveau local, régional et national, avec les différents échelons et les différents volets. C'est vrai que le premier volet, c'est l'ARS qui le reçoit et qui est effectivement au courant de cette déclaration, qui voit ensuite avec vous s'il y a lieu d'avoir un appui, s'il y a autre chose, si vous vous débrouillez très bien pour gérer. C'est dans la majorité, la grande majorité des cas, on vous laisse vous débrouiller parce qu'il n'y a pas de souci, sauf si effectivement vous demandez un appui. Et ensuite, on y reviendra tout à l'heure, c'est envoyé à l'HAS de façon anonyme, qui effectivement s'en sert pour soit des actions sur le long terme, soit pour définir des actions nationales. Sachez qu'à la HAS, les EIGS sont à nouveau retravaillés. On nous réenvoie, quand vous êtes expert à la HAS, on vous réenvoie des EIGS pour expertise, pour bien définir et pour bien certifier que c'est un EIGS, et pour connaître la qualité de la déclaration de l'EIGS, et pour savoir enfin si derrière, il pourrait y avoir des actions nationales à mettre en place. Donc voilà en grande partie à quoi servent vos déclarations, à quoi sert votre déclaration. Cependant, évidemment, un EIGS qui est mal rédigé, qui est mal décrit, qui est mal analysé, on ne pourra rien en faire. Donc finalement, c'est des EIGS qui ne servent à rien. L'idée, justement, c'est que ce soit bien décrit, bien analysé, pour que derrière, on puisse savoir est-ce qu'il faut les utiliser pour mettre en place, je ne sais pas quelle action, par rapport aux médicaments, par rapport au bloc opératoire, par rapport à la chute en EHPAD, etc., etc. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs mains levées. Est-ce qu'il faut répondre maintenant ou pas? Je crois que c'est des mains qui n'ont pas été baissées, si je ne me trompe pas. Anne-Sophie va me dire. Non, pas forcément. Madame Gouverneur, par exemple. Ah, je n'avais pas vu, Madame Gouverneur. Voilà. Alors, je vois simplement une question apparaître en cas de demande. Non, c'est une erreur. Une erreur. D'accord. Il y avait aussi Madame Uriot et tout à l'heure. aussi. C'est encore la même peut-être que tout à l'heure. Il y avait une question Oui, sur le secret. oui, c'est la même que tout à l'heure, c'est bon. C'est bon. Et il y avait également une question apparemment sur le secret professionnel. Oui. Mais bon, je n'ai pas eu trop de précision. J'ai pas eu trop de précision. Alors, je ne sais pas si c'est Madame Belgoffard. C'est un peu, de toute façon, pour le... Oui. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui. On entend. Voilà, pour moi, voilà, c'est pas lié au secret professionnel puisque quand même on détaille des informations d'une situation, c'est anonyme mais pas lié au secret professionnel. Si c'est lié au... Déjà, tout ce que vous faites dans un établissement de santé est lié au secret professionnel, que vous soignez soignant ou pas, quoi qu'il arrive. Mais là, on déclare quand même des choses en extérieur à l'établissement de santé. Donc, je dis là, on n'est plus lié au secret professionnel. Ah, si, vous êtes lié au secret professionnel, si. Parce que si vous êtes dans un établissement où vous avez une spécialité, où vous avez un seul médecin qui fait un seul acte, automatiquement, vous saurez parfaitement, immédiatement de qui il s'agit. Donc, de toute façon, vous êtes lié au secret professionnel. Ben, du coup, ben voilà, enfin, je dis l'anonymisation, oui, mais la situation en tant que telle, on lève le secret professionnel. Enfin, vous voyez, enfin, c'est peut-être une nuance dans les termes. Voilà, c'est peut-être une nuance dans les termes. Mais par exemple, je vais déclarer, si je déclare un décès suite à une chute, voilà, même si je travaille avec les équipes, voilà, il y a quand même le secret professionnel qui est levé. Il y a une confusion.
ce que vous déclarez, vous allez le déclarer. On ne vous demande pas d'avoir un secret médical par rapport à ce que vous déclarez. Je parle des personnes qui déclarent sont soumises au secret professionnel. C'est justement là où il y a… moi, mon secret professionnel, dans ce cas-là, je ne déclare plus. Vous voyez, j'ai peut-être pas la même notion que vous que le secret professionnel. Sur le secret professionnel, parce que dans ce cas-là, moi, si je suis liée au secret professionnel, eh ben, je ne déclare plus, même à l'extérieur. Là, je ne suis plus liée au secret professionnel, j'anonymise par contre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je vous donne un exemple. Si vous faites une déclaration d'un praticien, je ne sais pas où vous travaillez, qui vous êtes, mais si vous travaillez dans un, je dis n'importe quoi, au bloc opératoire en coloscopie par exemple, vous êtes le seul praticien à effectuer des coloscopies dans votre bloc opératoire. Il vous est arrivé je ne sais quel événement à déclarer. C'est une obligation de déclarer, ça fait partie, c'est un décret, c'est une obligation de déclarer. Par contre, vous êtes soumis au secret professionnel pour ne pas aller raconter l'histoire ou aller la diffuser. Par contre, vous êtes soumis au secret, vous avez l'obligation de la déclarer sur le portail national. Oui, mais du coup, le rapport circonstancié, il est plus lié au secret professionnel, et c'est parce qu'on était sur le rapport circonstancié. Eh ben, votre rapport circonstancié, vous allez raconter factuellement ce que vous avez vu. Oui, les faits factuels, ce que je ne raconterai pas chez mon boulanger Voilà, ou dans la rue ou à la maison, mais je le raconte quand même. Et donc, je le raconte à une personne extérieure à l'établissement, et de ce fait, là, voilà, ce n'est plus lié au secret professionnel. C'est l'anonymisation où je suis d'accord avec vous. Et c'était dans ce… Voilà, parce que moi, j'étais sur rapport circonstancié. On parlait bien du rapport circonstancié. Vous n'avez pas le droit de raconter à votre boulanger un rapport circonstancié, bien qu'il soit anonymisé. Voilà. Oui, mais du coup, il n'est plus lié au secret professionnel. Et c'est là où c'est là où est ma discussion. Bon, après, je ne vais pas emboliser toute votre… Vous faites un rapport circonstancié sur un événement. Voilà. Mais mon rapport circonstancié, je vais déclarer des détails, pour expliquer les circonstances qui quelquefois sont liées au secret professionnel. Vous voyez, par contre, l'anonymisation, je vous rejoins complètement. Voilà. Mais bon, je ne vais pas non plus, je vous dis, emboliser toute votre séance. C'était juste, voilà. Excusez-moi, je vais finir. Oui, allez-y. Vous faites un rapport circonstancié anonymisé, on est d'accord. Il vous est demandé, malgré qu'il soit anonymisé, de ne pas le diffuser à votre boulangerie ou à je ne sais qui. Voilà. Ah bah oui, oui, mais bon, moi j'étais restée dans le contexte professionnel, bien sûr. Là, oui, je connais. Voilà. Parce que moi, si je le déclare à l'ARS, j'étais restée dans ce secret, dans ce contexte professionnel. Bien sûr, je n'irai pas le mettre ni sur le supermarché du coin. Voilà. D'accord, c'est dans ce sens-là. Si c'est dans ce sens-là, d'accord. Oui. Ah, je n'étais vraiment pas partie dans ce senslà, voilà. Ensuite, comment disposer de l'appui de la SRA lors d'un événement indésirable grave associé aux soins? Donc, vous avez notre mail ou notre téléphone qu'on vous donnera, donc qu'on vous retrouvez sur notre site. On vous les mettra à la fin pour prendre contact directement. Vous pouvez cocher la demande d'appui externe, sur le portail national. C'est vrai qu'on ne reçoit pas directement ces demandes. Quand vous cochez la case, on ne les reçoit pas directement. C'est envoyé, donc, selon le décret, le volet 1 est envoyé à l'ARS. Et ensuite, on a une discussion pluriprofessionnelle avec l'ARS sur les demandes d'appui. Et nous recontactons les établissements qui nous ont demandé un appui. Voilà. Donc, nous mettons également à votre disposition donc, sur notre site internet des outils adaptés et facilitants par rapport aux EIGS. Et donc, effectivement, on peut vous apporter notre appui avant même votre déclaration du volet 1 pour vous aider, dans certains cas, à qualifier l'événement. Nous pouvons aussi, effectivement, intervenir à tout moment de votre déclaration du volet 1 ou du volet 2. Alors, on va passer donc à la déclaration du volet 2, qui est donc consacrée à l'analyse des causes profondes de l'événement indésirable grave.
Donc là, vous avez sur cette diapo le visuel donc, de la liste des éléments que vous allez donc devoir déclarer sur le volet 2. Alors, quelles informations vont devoir faire partie de votre déclaration du volet 2? Il y a des informations qui sont communes à celles que vous avez déjà déclarées sur le volet 1, donc sur lesquelles on va passer très rapidement. Donc, les informations sur le déclarant, le lieu de survenue. Ensuite, vous allez préciser les informations sur la prise en charge qui a été faite, quel était le diagnostic de prise en charge initiale, la complexité donc de la situation clinique du patient avant la survenue de l'événement indésirable grave, quel était le but de l'acte de soin, est-ce que la prise en charge était programmée, quel était le degré d'urgence de la prise en charge avant l'événement indésirable grave, et l'événement s'est-il déroulé pendant une période particulière? On sait qu'il y a certaines périodes où les événements peuvent arriver, tels que la nuit, les week-ends. Donc là, il faut bien le préciser. Ensuite, vous allez donc décrire les causes immédiates et les causes profondes, donc votre analyse. Il s'agit donc d'effectuer, d'identifier les facteurs qui ont pu influencer sur la survenue de l'événement. Vous allez donc, à ce niveau de la déclaration du volet 2, parler des éléments de sécurité ou barrières. Il va falloir donc spécifier si des mesures ont fonctionné, des mesures qui ont limité la gravité de l'événement. Est-ce que vous avez identifié des mesures qui n'ont pas fonctionné et qui auraient pu empêcher la survenue de cet événement et en limiter les conséquences? Et essayer de qualifier l'évitabilité de l'événement. Ensuite, vous allez détailler les mesures prises ou envisagées. Donc, c'est votre plan d'action qui est tiré effectivement de l'étape d'analyse où vous avez donc mis en place des actions en face des écarts que vous avez retrouvés. Il va falloir également préciser le calendrier. Est-ce que vous avez prévu un suivi de ces actions? Et des mesures d'accompagnement ont-elles été prises pour le patient ou les proches? Et enfin, préciser de quelle manière vous avez réalisé l'analyse. Est-ce que l'analyse a été faite de manière pluridisciplinaire et quelle méthode vous avez utilisée? Et préciser si vous avez reçu un appui de la SRA ou autre vigilance. Alors en fait, l'analyse des causes profondes, c'est l'étape essentielle. C'est vraiment l'étape la plus importante de votre déclaration des événements indésirables graves associés aux soins. Vous avez votre rapport circonstancié, on en a un petit peu parlé, on verra un petit peu dessus, puis on a fait une petite fiche qu'on mettra en ligne d'ailleurs et qu'on vous donnera. Mais la recherche de l'analyse des causes profondes, c'est vraiment essentiel. Les rapports circonstanciés, de toute façon, vous nous les faites, ils sont faits systématiquement. Alors malheureusement, ils ne sont pas toujours, et ça nous pose des soucis, faits dans les règles de l'art, mais voilà. Par contre, la recherche des causes profondes, c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours. Ça, il faut bien savoir que c'est indispensable, cette recherche des causes profondes. On voit souvent des gens qui ont fait des RMM ou des CREX sans recherche des causes profondes derrière. Et ça, on le sent. De toute façon, on le voit très très vite, parce que c'est une analyse qui n'a pas été creusée. Une recherche des causes profondes, ça prend du temps. C'est un travail en sous-main qui doit être fait. C'est pas quelque chose qui est toujours facile à faire. Il faut 2 bonnes heures parfois pour réaliser cette recherche des causes profondes, mais il faut la faire. Si vous ne la faites pas, vous avez complètement à passer à côté de votre événement. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être fait de manière collective avec l'ensemble des professionnels. Et pour moi, ça doit être fait en amont de la RMM. Ne faites pas votre recherche des causes profondes. Alors, je ne parle pas pour les RMM interétablissements. C'est un tout petit peu différent sur des RMM interétablissements. Et ça, à la limite, ça ne vous concerne pas. Mais sur des RMM dans votre établissement, faites votre recherche des causes profondes en amont. Ça va vous faire gagner du temps. Vos professionnels vont vous remercier de ne pas passer 3 heures en réunion sur quelque chose qui ne vont peut-être pas toujours les intéresser. Si vous faites bien votre recherche des causes profondes et vous avez bien posé vos questions en amont,
quand vous allez arriver lors de votre revue de morbimortalité, finalement, vous allez arriver avec vos écarts, vous aurez retrouvé finalement ce qui n'a pas été par rapport à ce qui aurait dû être fait. Et c'est ça que vous allez décrire lors de votre revue de morbimortalité. Et lors de cette RMM, quand vous allez décrire les écarts, ensuite, en face, il n'y aura plus qu'à parler d'une action à mettre en place ou qui devrait ou qui aurait dû être mise en place. C'est ça qui est important. C'est là que vous allez gagner du temps et que vos professionnels vont apprécier. Si vous faites cette recherche des causes profondes systématiquement avec eux, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. C'est un petit peu le problème. Alors, on revient sur, je répète, hein, mais c'est vrai que la recherche des causes profondes, vous la faites avec la méthode de votre choix, alarme, orion, ce que vous voulez. On n'a aucune onction dans quoi que ce soit. Bon, c'est vrai que le volet 1 et le volet 2, ils s'inspirent de la méthode alarme. Hein, donc voilà. Vous trouverez également une fiche, nous on l'appelle la fiche 3.2 sur notre site. Ne me demandez pas pourquoi elle s'appelle comme ça, c'est comme ça. Elle est en ligne sur notre site où effectivement vous avez en fait alors c'est pas un résumé, ça reprend clairement tous les éléments du volet 1 et du volet 2 et ça vous permet en fait de faire cette recherche en une seule fois. Donc vous faites votre rapport circonstancié et ensuite si vous suivez cette fiche, ça vous permet de faire votre recherche en une seule fois et ça vous donnera tous les éléments en une seule fois. Vous aurez pu ensuite qu'à reporter, lorsque vous ferez votre déclaration du volet 2, à reporter ce que vous avez retrouvé sur ce volet 2. Voilà. On vous propose donc une méthode d'analyse systémique, donc vous connaissez hein, certainement pour la plupart la méthode alarme. Donc on va passer rapidement dessus puisque c'est pas le but de cet atelier. Simplement, cette méthode reprend donc 7 catégories de facteurs favorisants. Hein. Facteurs effectivement liés au patient, l'état de santé du patient, mais aussi sa personnalité vont influer sur la survenue de l'événement, mais pas que. Il y a également les facteurs liés aux tâches à accomplir. La définition ainsi que la planification des tâches sont des facteurs de sécurité. Les protocoles et procédures permettent de définir les tâches. Les facteurs liés à l'individu, au soignant lui-même. Ces facteurs comprennent les connaissances, la qualification et l'expérience qui affectent donc la pratique du soignant. Les facteurs ensuite liés à l'équipe, les relations entre les membres de l'équipe, que ce soit la communication écrite ou orale ou la communication avec le patient et ses proches peuvent influer. Les facteurs liés à l'environnement de travail, donc les locaux, matériels, mais aussi l'organisation de l'unité. Les facteurs liés à l'organisation et au management. L'équipe est influencée par les actions de management et les décisions prises au niveau supérieur de l'organisation. Et enfin, les facteurs liés au contexte institutionnel. L'organisation en elle-même est influencée par la réglementation et le contexte économique et politique du secteur. Alors, c'est vrai que si vous faites votre recherche des causes profondes avec cette méthode alarme, automatiquement, vous retomberez systématiquement sur les questions du volet 2, ce qui simplifie quand même un petit peu, les choses. Voilà. Alors, on est aux questions. Aux questions, oui, tout à fait. Je crois qu'il y a une question sur le Covid, il me semble. Ah. Je n'ai pas vu laquelle. Oui, c'est ça. Alors, on nous dit la contamination d'un patient admis en milieu hospitalier alors qu'il était négatif à son entrée, donc négatif Covid, hein, et qui décède ensuite, constitue-t-il un EIGS? Attends, tu peux répéter? Excuse-moi. La contamination, donc Covid, Oui. d'un patient admis en milieu hospitalier alors qu'il était négatif à son entrée et qui décède ensuite, alors à savoir, je pense qu'il décède du Covid, certainement, constitue-t-il un EIGS? Non, mais il était contaminé chez lui, le patient. C'est pas lié. Alors, c'est Monsieur Camps qui nous a posé la question. Alors, je lui propose peut-être d'ouvrir son micro. Oui, bonjour à tous. Effectivement, ma question était la suivante, enfin mon interrogation. Un patient qui entre à l'hôpital et qui était dépisté négatif, hein, donc un test PCR négatif à l'hôpital, il est hospitalisé pour X raisons, pour un examen, il reste quelques jours et il est contaminé par le Covid en milieu hospitalier. Il décède des conséquences du Covid. Les hôpitaux ont-ils l'obligation de déclarer ce décès dans les événements indésirables graves? Telle était ma question.
Voilà. Ah oui, c'est un Covid nosocomial, Oui. mais oui. Oui, effectivement. Donc, c'est oui. Bah Oui. oui, pour moi, oui, parce qu'effectivement, c'est lié, c'est un décès. Il est inattendu. Oui, évidemment, et c'est lié aux soins, donc oui. Alors, mon autre question est, est-ce que vous avez suffisamment de remontées, justement, de ces décès qui ont été liés à une contamination intra-hospitalière? Alors, on a assez peu de remontées sur ces... Il me semble, oui. Il me semble que c'est assez tu, ce genre de choses-là. Peu de remontées sur ces contaminations, effectivement. Non, on en a très peu. On en a peu, oui. Enfin, de notre côté, C'est la question. Hein. Merci. Ce que je vous dis là, ça n'engage que nous, SRA, structure régionale d'appui. Hein. Bien sûr. Peut-être que l'ARS a des remontées que je n'ai pas. Ça, là-dessus, je ne me permettrai pas de répondre. Bien sûr. Non, mais je comprends. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Il y a Madame Muriot, mais je ne sais pas si c'est une main qui a été... Malencontreuse. Bon. Je pense que c'est toujours la même petite main levée. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, vous ouvrez vos micros et puis... Alors oui, il y a une question qui vient d'arriver. Avez-vous fait parvenir une information aux établissements concernant le signalement des cas Covid en qualité de IGS? Non, ce n'est pas de notre rôle. Non. C'est aux établissements de se poser la question. Ça reste la même. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on fasse une déclaration pour les chutes, une déclaration pour le médicament, une déclaration pour tous les événements qui peuvent arriver. Non, c'est aux établissements de se poser la question, effectivement, si ce qui est arrivé dans leur établissement est-ce que c'est lié aux soins? Est-ce que c'est un événement inattendu? Est-ce que la conséquence est un décès, etc. C'est à eux de se poser cette question. Oui. Si effectivement ils répondent à ces critères, et nous on peut les aider à répondre à ce critère, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, oui. Mais on n'a pas fait d'informations précisément, que ce soit d'ailleurs sur le Covid, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Il y a d'autres infections dans les établissements de santé, il y a d'autres problématiques, il y en a plein d'autres d'ailleurs, dans tout type d'établissement. Donc on ne fait pas des informations spécifiques à ces déclarations. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Olivier, je me permets de rebondir sur la question qui a été posée sur la contamination Covid qui a entraîné le décès. Si on prend un cas un petit peu moins grave, il y a une personne qui chope le Covid dans mon établissement, donc on est sur une hyène. Pour autant, il n'y a pas de décès derrière. S'il y a quand même des complications d'hospitalisation, tout ça, on considère que c'est un EIGS ou pas? Eh ben, c'est toujours pareil, hein, il faut regarder s'il y a eu une mise en danger de la vie du patient. C'est une mise en danger, s'il est hospitalisé en réa pour des problèmes pulmonaires, oui, c'est une déclaration de l'IGS. Ok. Alors, je vais être honnête, hein, ça peut être compliqué parce que ça pourrait emboliser énormément les déclarations de l'IGS, mais ça en fait partie. Je veux dire, c'est comme ça et c'est important, on a besoin d'avoir ces éléments, oui. Ah oui, effectivement, parce que certains établissements, ils vont en déclarer 3 par jour. Mais oui. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Il y avait une question, mais qui, pour moi, bon, après, il faudra peut-être, alors qu'on envisage un webinaire spécial Covid, on nous demande quelles mesures de plus pourrait-on proposer pour éviter le Covid nosocomial. Ah oui, alors là, c'est on sort un peu du périmètre. Vous vaccinez, mettez des masques, continuez à faire attention. Voilà, on ne peut pas dire mieux. Hein. Il y a énormément de Covid nosocomial apparemment. Oui. Et pensez à déclarer sur ICIN. Oui. Voilà, et puis sinon, juste une info. Donc, on nous dit info de l'ARS lorsqu'on appelle le point focal, réaliser une déclaration dès qu'il s'agit d'un cas Covid en internat. C'est quoi en internat? Alors, je ne sais pas si c'est en internat ou en interne. Ou, une déclaration Covid, c'est toujours pareil. Il faut reprendre la définition de l'IGS. Je n'ai pas déclaré tous les Covid. Hein. C'est effectivement si c'est lié aux soins inattendus avec une conséquence,
Oui, effectivement, on est sur un IGS, point. Enfin, je veux dire, il faut rester assez Oui, il simple, faut hein, de rester toute sur façon. la définition, effectivement. Mm. Eh bien, écoutez, je vous propose de continuer donc avec un deuxième petit quiz. Alors attention, hein, comme dans le premier, il peut y avoir des pièges. Donc consacré donc, à la déclaration du volet 2. La recherche des causes profondes est obligatoirement faite par le responsable qualité. Est-ce vrai? Bah, faux, hein. Il y a beaucoup de Effectivement. responsabilités. Je dispose d'un délai de 6 mois pour déclarer le volet 2. Est-ce vrai ou faux? Faux. Faux. Alors, C'est bien, vous êtes réactif. Il y a une petite, effectivement, on peut se poser des questions parce que dans les recommandations de l'HAS pour faire une RMM, en général, enfin c'était il y a quelques années, mais il vous recommandait de la faire dans les 6 mois, dans les 3 à 6 mois. Et c'est vrai que là, pour le IGS, on vous demande de faire votre recherche des causes profondes, votre volet 2 et donc votre RMM dans les 3 mois. Alors c'est un tout petit peu paradoxal, je suis d'accord. Ça a été écrit comme ça, bon voilà. J'ai pas de réponse là-dessus, mais il faut les faire dans les 3 mois. Question numéro 3. Il est obligatoire de réaliser une RMM pour déclarer le volet 2. Est-ce vrai ou faux? Non. Faux. Alors, tout le monde met faux. Vrai. Tout le monde met faux. Alors, Ah, si, si, il y a un vrai, il y a quelques vrais. Faut que tu tapes, en fait. Alors là, on fait, non, on le met en Là, vous saisissez un message en bas de la. Ah oui, voilà, oui. donc vous pouvez envoyer. Non, c'est comme ça. Voilà. Hop, envoyer. C'est une obligation de faire une RMM. Hein. Vous devez faire votre déclaration, votre recherche de cause profonde, et vous devez faire une RMM. Ah, zut. Mince. Ah. Et puis, maintenant, il y a- Obligation. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de réactions qui mettent c'est faux, c'est faux, c'est Alors, faux. c'est archi faux. Si, non, si, c'est vrai. Je peux vous assurer que c'est. Si, il faut faire une RMM. Hein. Si, ça fait partie de. Ouais. Mais pourquoi c'est. Oui, mais non, c'est par rapport au volet 2. Il faut en faire une, même s'il y a le volet 1. Enfin, c'est pour déclarer. Pour déclarer, oui, mais pour moi, c'est pas par rapport au volet 2, là, on est bien d'accord. Dans votre IGS, vous allez déclarer le volet 2. Et pour que votre volet 2 soit déclaré, d'ailleurs, je vous le demande dans le volet 2, vous devez faire une RMM. Il faut avoir fait la RMM, effectivement, pour déclarer. Oui, d'accord. J'ai des questions, ouais. Ah, on a des questions. Ouais, c'est un peu. Ouais. De toute façon, dès qu'il y a un EIG, dans tous les cas, il y a RMM. Donc, Ok, on est d'accord. Il n'est pas nécessaire de réaliser l'analyse des causes profondes pour déclarer le volet 2. Alors, j'attends un peu, mais effectivement, c'est moins ambigu. Là, c'est plus clair. Donc, c'est faux, effectivement. Il est nécessaire. Oui, il faut le faire. Donc. Ça fait partie du rapport circonstancié aussi de ne pas faire des doubles négations. Hein. Il n'est pas nécessaire de ne pas. C'est un truc assez pénible. Le mieux, c'est de mettre les choses dans un temps identique et sans double négation. Alors, ouais. Et Olivier, je reviens peut-être sur un truc qui serait important de préciser, parce qu'on nous dit, je pense que c'est par rapport à la question précédente, hein, toujours, on avait compris qu'il fallait faire une analyse de cause profonde, mais pas forcément une RMM. Ah ben si, les deux, il faut faire. De toute façon, je vais revenir à la fin pour vous expliquer, mais il faut que vous fassiez une recherche des causes profondes, et quand vous allez faire votre recherche des causes profondes, vous allez identifier des écarts. C'est-à-dire, vous allez identifier ce qui n'a pas été fait par rapport à ce qui aurait dû être fait sur votre recherche des causes profondes. Et lors de la revue de Morbi-Immortalité, l'idée, c'est de dérouler votre chronologie des faits. Et en face de la chronologie des faits, vous allez directement mettre vos écarts que vous avez identifiés, et que vous avez identifiés en amont lors de l'analyse des recherches des causes. Et ces écarts que vous avez identifiés en face de la chronologie des faits que vous présentez lors de la RMM, eh ben vous allez discuter de façon pluridisciplinaire de quelles actions vous allez mettre en place. Voilà, en résumé, de ce qu'on attend de la RMM. J'ai peut-être été plus clair ou je...
pourquoi, je ne sais pas si on m'entend, pourquoi prendre cette méthode-là, obligatoirement? Parce que c'est ce qu'on nous demande, c'est les recommandations de la chaise. Parce qu'on peut prendre d'autres méthodes, hein, le chemin clinique, l'arrêt de poisson, enfin, Ishikawa, enfin, pourquoi c'est obligatoirement RMM? Mais la RMM n'est pas une méthode. La RMM, c'est une instance. Les gens confondent beaucoup de choses, comme le CREX. La RMM, la revue de mortalité, c'est une instance dans laquelle on demande qu'elle soit pluriprofessionnelle, associée avec le corps médical. C'est une instance qui est désignée par la CME, par le président de la communauté médicale d'établissement. Orion Alarme, c'est une méthode. C'est la méthode, oui. Oui, d'accord. Donc, je confonds méthode et instance. Donc, c'est bon, et revue. Voilà, c'est deux choses bien différentes. Et là, votre instance de RMM, effectivement, vous pouvez utiliser la méthode de votre choix. Oui, oui. Voilà, c'est ce qu'on vous a dit. Et la méthode qui est effectivement utilisée par la HAS et lors de la déclaration sur le portail, c'est la méthode Alarme. Mais vous avez le droit d'utiliser la méthode celle que vous voulez. choix. Oui, oui, tout à fait. Alors, du coup, on aura répondu à la question 5. J'utilise la méthode de mon choix pour réaliser l'analyse. Effectivement, hein, vous utilisez la méthode que vous souhaitez. Si vous êtes plus à l'aise avec Ishikawa, Orion ou Alarme, peu importe, tant que cette recherche des causes profondes est réalisée. Et enfin, la dernière question, il n'y a pas d'obligation de déclarer le volet 2. Est-ce vrai ou faux? Elle est très ambiguë, celle-là, hein, je le dis tout de suite. Alors, en attendant, Olivier, il y a une petite question. Doit-on communiquer à l'ARS l'avancée des actions prévues suite à la RMM? Bah oui, bien sûr. C'est très bien. J'ai bien compris, c'était de donner les actions qui ont été décidées en RMM et de le mettre sur le volet 2, c'est ça? Doit-on communiquer à l'ARS l'avancée des actions prévues suite à la RMM, en cours, terminé, etc. Ah non, oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a un suivi sur les actions lors du volet 2? En fait, lorsque vous faites votre déclaration de volet 2, vous allez envoyer effectivement, que vous avez fait votre recherche des causes profondes et votre RMM. Et vous allez envoyer vos actions. Derrière, c'est donc en fait, l'ARS va clore et envoyer ensuite le dossier à la HAS. Donc effectivement, le suivi ne se fera pas à ce niveau-là. Il peut y avoir un suivi qui peut être demandé des actions, mais en tout cas, il ne se fait pas à ce niveau-là. Par contre, si vous avez déjà commencé à faire le suivi de vos actions avant même, ou c'est des actions qui sont déjà en cours de suivi avant même d'avoir envoyé le volet 2, vous pouvez le mettre, il n'y a pas de souci. Et il peut y avoir un suivi par votre délégation territoriale, mais ce n'est pas automatique. Tout à fait, oui. Voilà. Et donc, pour répondre à la question, donc, il y avait une négation, hein. Il n'y a pas d'obligation de déclarer le volet 2, c'est faux. Effectivement, il faut déclarer ce volet 2. Sauf si c'est pas un EIGS. Sauf si ce n'est pas un EIGS, mais dans ce cas-là, le dossier sera clôturé par l'ARS au moment de la déclaration du volet 1. Alors, quel est le rôle pédagogique de cette déclaration? À quoi ça sert? Donc, sur cette diapo, vous pouvez retrouver donc, des références sur l'intérêt pédagogique de l'amélioration de la qualité. Je ne vais pas toutes vous les lire, je vous laisserai les lire. Je vais vous lire les 2 premières. En l'absence de signalement, les événements se reproduisent sans que l'institution ne puisse en tirer un enseignement. Les événements peuvent toujours nous apprendre quelque chose de nos défaillances et de nos erreurs. Donc ça, c'est des choses effectivement à retenir. Ça incite les équipes à comprendre effectivement ce processus de déclaration, à quoi il sert. Alors, au niveau régional, à quoi ça nous sert finalement d'avoir ces déclarations? Ça reste à notre niveau. Finalement, ça nous permet de produire des fiches RETEX. On a déjà produit 3 fiches RETEX que vous trouverez également sur les réseaux puis sur notre site. Dont 2 en lien avec l'OMEDIC d'ailleurs, hein, on les fera avec 3 pardon, en lien avec l'OMEDIC, et on aura l'occasion avec d'autres vigilances effectivement de faire des fiches de retour d'expérience. On a un bilan annuel des événements indésirables graves associés aux soins. On met en place des actions de formation. On a eu le bonheur d'être certifié Calliope il y a quelques semaines, voilà.
On a dans nos groupes de travail, on a différents groupes de travail, dont un groupe de travail sur les événements indésirables graves associés aux soins, qui a été un tout petit peu en sommeil, c'est vrai, ces derniers mois liés aux événements sanitaires. Voilà, qui va repartir sur d'autres éléments. On vous enverra prochainement des propositions sur ce groupe de travail. On a un kit IGS, c'était une des premières choses qui existait sur notre site, donc qui avait d'ailleurs été retravaillé avec ce groupe de travail et qui est toujours en ligne, qui peut vous aider, que ce soit pour la réalisation des revues de mortalité, que ce soit pour la fiche 3.2, cette fameuse fiche de déclaration du volet 1, du volet 2. Vous avez d'autres éléments qui sont en ligne. Et puis, vous avez, ça nous permet aussi de développer sur certaines réflexions prioritaires qui nous paraissent importantes. Voilà. Alors effectivement, Olivier, vous parlez donc des fiches Retex. Donc 3 fiches ont été faites en collaboration avec l'Omedit. Donc la première était relative à une erreur d'administration de traitement médicamenteux en EHPAD. La seconde relatait d'un problème de coordination entre différents acteurs dans le cadre d'une HAD. Et la troisième, traitait d'une rupture de prise en charge liée à un défaut d'approvisionnement de médicaments lors d'un transfert entre établissements. La dernière qui est publiée est déjà disponible sur notre site internet, est relative au suicide d'une résidente en EHPAD. Et donc, elle sera diffusée via les réseaux prochainement. Donc là, vous retrouvez simplement le visuel de notre première fiche Retex. Donc, on suit toujours la même trame avec un résumé, la chronologie des faits, les facteurs latents et les actions d'amélioration qui ont pu être mises en place. Vous avez également sur le site, donc, ce dont je vous disais tout à l'heure, le kit IGS avec tout ce que vous pourriez avoir besoin. C'est une sorte de petite boîte à outils finalement. Vous pouvez aller piocher dedans ce qui vous intéresse, certaines fiches, certaines choses. Voilà, il n'y a plus qu'à les utiliser. Bon, les établissements qui ont déjà tout ce qu'il faut, ben, voilà, ça ne vous servira pas à grand-chose. Si parfois vous cherchez des éléments, si vous cherchez des documents, voilà, vous trouverez tout ce qui est là-dessus. Et puis, bien entendu, nous sommes à votre disposition pour vous aider, pour venir en soutien, en appui sur des questions, sur des problématiques que vous auriez par rapport aux événements indésirables associés aux soins. Alors, cette diapo vous montre la fiche mémo qui a été réalisée donc, par rapport à cet atelier. Donc, une fiche mémo de la rédaction du rapport circonstancié. Donc, cette fiche synthétique reprend effectivement les objectifs et les principes de 7 étapes essentielles lors de la survenue d'un EIGS. Elle est actuellement donc en ligne sur notre site. Non, elle est, et sera diffusée sur les réseaux très prochainement. Et puis, vous avez, donc, ce que je vous disais, des actions de formation que vous retrouverez en ligne sur le site, que ce soit, donc là, sur la bientraitance, sur la déclaration des EIGS, sur la culture, qualité, sécurité des soins, sur le patient traceur, sur une formation sur la coordinateur de la gestion des risques associés aux soins. N'hésitez pas à nous solliciter pour différents types de formations. On est certifié Calliope. On peut le faire on le fait en webinaire actuellement. On espère pouvoir les réaliser prochainement en présentiel. Si vous avez des demandes de formation qui ne sont pas sur le site mais que vous souhaiteriez avoir, n'hésitez pas à nous solliciter. On est à votre écoute, il n'y a aucun souci. Bien sûr. Donc sur cette diapo, vous retrouvez le bilan régional qui a été fait donc, par rapport aux EIGS 2020 que l'on a pu accompagner et traiter avec les établissements. Vous avez la vidéo de ce bilan annuel qui est disponible sur notre site internet avec un petit peu plus de détails. N'hésitez pas à aller la visionner. Vous retrouvez donc différents chiffres et également des statistiques par rapport aux données HAS qui ont été traitées à la même période.
Alors, le rôle pédagogique au niveau national, c'est vrai qu'on parle au niveau régional. Au niveau national, eh ben, l'HAS, elle reçoit les différentes déclarations anonymisées. Et alors, on discute avec la DGOS et le ministère sur les actions nationales prioritaires qui doivent être mises en place par rapport aux statistiques qu'ils ont retrouvées sur les différents EIGS. Donc, ça a vraiment une importance que ces EIGS soient bien déclarés. Ça permet quand même de faire avancer un petit peu les problématiques, les difficultés qu'on pourrait avoir sur le fonctionnement de nos établissements. Alors c'est vrai qu'on peut se dire oui, ça prend du temps, etc., etc. Oui, c'est vrai que ça prend, il faut un petit peu de temps, mais il y a une année en général pour récupérer, pour synthétiser toutes ces déclarations et ensuite pour obtenir un rapport. Mais ceci dit, quand on voit dans les déclarations que je pensais notamment aux médicaments qui étaient assez sous-évalués par rapport au dysfonctionnement. On sait parfaitement qu'il y avait une vraie problématique à l'époque là-dessus, qui existe toujours et qui est sous-déclarée. On sait parfaitement qu'il y a pas mal d'événements qui sont sous-déclarés. Seulement, tant qu'on n'a pas de chiffre derrière, de quelque chose d'officiel, c'est compliqué au niveau du ministère pour qu'ils puissent mettre en avant des actions nationales, quoi. Alors, les déclarations sur les retours, donc elles sont analysées, c'est ce que je vous disais, et elles permettent donc de déterminer des actions importantes. Donc, ça conduit à réaliser des études des risques et à produire des préconisations comme vous pouvez retrouver. Alors, c'est vrai que vous retrouvez en premier, ça vous le retrouvez sur le site de l'HAS, hein, c'est sur le dernier rapport des EIGS. Vous retrouvez en premier le défaut de prise en charge, les suicides en deuxième, les médicaments, les chutes, etc. Donc ces chiffres augmentent parce que la première année, je crois qu'on était sur 300, 700, on est sur 3000 maintenant. Oui. Enfin, en gros, donc au fur et à mesure, on voit bien que les déclarations augmentent. Vous êtes, alors on pourrait se dire, c'est pas beaucoup au niveau de l'HAS, 3000 déclarations sur une année sur l'ensemble de la France. Mais en fait, il y a un filtre, tout simplement, par rapport au niveau de qualité de ces déclarations, qui sont des fois tout simplement pas faites, qui sont faites de manière partielle, où le volet 2 n'est pas réalisé, etc. Donc c'est pour ça qu'aussi qu'on ne peut pas retrouver quelque chose de complètement fiable encore, et d'où l'importance de faire ces déclarations. Oui. Alors si en fait on résume un petit peu, si on synthétise un petit peu le webinaire d'aujourd'hui, que retenir de la déclaration d'un EIGS pour mon établissement? C'est en premier, c'est bien entendu les mesures conservatoires pour le patient. On s'occupe en premier du patient sur ce qui vient d'arriver tout de suite. Ça paraît évident, mais c'est toujours bien de le dire. Donc pensez à la rédaction du rapport circonstancié en interne et en externe. Donc en interne, c'est simplement faire votre déclaration d'événements indésirables graves si vous avez des déclarations et des procédures qui existent. Et puis en externe, c'est-à-dire faites votre déclaration sur le portail. Ensuite, c'est faites votre recherche des causes profondes. Votre recherche des causes profondes, elle va vous amener à trouver des écarts par rapport à ce qui aurait pu être fait. Une fois que vous avez ces écarts, vous allez réaliser votre revue de mortalité qui va vous permettre de mettre en place des actions. Et une fois que vous aurez les actions, c'est faire un suivi du plan d'action et voir une évaluation de certaines pratiques professionnelles, etc. Donc voilà, ça vous aide. C'est vrai que c'est important de les déclarer. Pour votre établissement, ça peut aussi vous aider dans la certification. Tout est lié. C'est vraiment ce schéma logique qu'il faut avoir en tête pour faire votre déclaration des EIGS. Ça peut paraître lourd, c'est ce que je vous disais au départ, mais dedans, il y a quand même une logique, même s'il y a des questions qui vous paraissent inutiles dans les volets, notamment le volet 2 qui est plus complet. Mais voilà la logique, effectivement, de cette déclaration. Là, j'ai des fortement conscients. Il y a peut-être des questions. Des fortement conscients. Pas très bien. Par contre, il y a M. Cholot, Nicolas, qui a une question. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. C'était tout à l'heure, mais j'ai juste, je pensais que la main se baissait tout seul, mais non, je la baisse. Merci. Et puis, Madame Cordonnier, également.
C'était peut-être tout à l'heure aussi. Pareil, c'est aussi tout à l'heure, on ne savait pas qu'il fallait l'enlever. D'accord. Donc voilà, normalement, on a tenu l'horaire. On vous remercie énormément de nous avoir écoutés. De votre Vous participation. recevrez un petit questionnaire de satisfaction. On vous remercie de le compléter. C'est important aussi pour nous de nous évaluer, nous dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. On préférerait faire tout ça en présentiel, mais c'est ce qu'on vous disait, avec les conditions sanitaires, pour le moment, on reste sur des webinaires de ce type-là. Des attestations de présence peuvent vous être communiquées. Et puis, voilà, encore merci. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute question sur les IGS. On est prêt à vous répondre. Voilà. Peut-être que tu voulais rajouter quelque chose. En espérant que, voilà, que cet atelier vous ait plu. Et voilà, comme l'a dit Olivier, n'hésitez pas à nous faire vos retours via le questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation active, notamment pendant les quiz. Et puis, très bonne fin de journée à vous. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.